En Bretagne, le XXe siècle, secoué par 2 guerres mondiales, a été celui de toutes les mutations. Des changements politiques, mais surtout des transformations économiques et sociales considérables. Parmi ces bouleversements, il en est un qui est passé pratiquement inaperçu dans le temps même où il se produisait. La Basse-Bretagne, cette partie ouest des Côtes-d'Armor et du Morbihan, et tout le Finistère, a changé de langue. À la veille du second conflit mondial, la langue bretonne a encore toute sa place dans la société rurale traditionnelle. En Basse-Bretagne, les 3/4 de la population la parlent encore, soit plus d'1 million de personnes. Mais le français et le bilinguisme s'installent, notamment par l'école, l'émigration, le tourisme et de multiples échanges linguistiques. Au sortir de la guerre, un véritable basculement va se produire. On est en pleine période de reconstruction. Face à cette nouvelle ère qui pointe, on cesse d'élever ses enfants en breton pour qu'ils accèdent à la modernité. Le demi-siècle qui débute va voir l'écroulement de la langue bretonne. Juin 1940, la Bretagne est envahie. Plus de 800 morts dans le bombardement de la gare de Rennes. Fin juin, la plupart des hommes valides de l'île de Sein rejoignent De Gaulle à Londres. La résistance va se renforcer au fil du conflit. En 1944, elle affrontera les troupes allemandes à Saint-Marcel dans le Morbihan ou dans les poches de Saint-Nazaire et de Lorient. Dans le même temps, dès juillet 1940, De Beauvais et Mordrel, qui lorgnent vers les théories nationales socialistes, créent le Conseil national breton. Celui-ci se proclame ouvertement séparatiste. Les autorités allemandes leur ont plus ou moins promis l'indépendance de la Bretagne. Mais le soutien allemand disparaît vite. Il est inutile de briser l'unité française, puisque Pétain et Hitler construisent une nouvelle collaboration entre la France et l'Allemagne. Le Reich n'a plus besoin des séparatistes bretons. Il y a eu des Bretons dans la résistance. Il y a eu même des nationalistes bretons à travailler dans des réseaux de résistance, certains à périr d'ailleurs. Et il ne faut jamais oublier que dans cette époque-là, quelle est la situation de l'immense majorité des gens. Là aussi, il faut avoir le courage de dire, l'immense majorité des gens ne font rien. Abandonnons la légende de la France résistante qui était bien utile à la libération. Le bon Dieu, à ce moment-là, c'était Pétain, quoi. C'est comme ça. Et puis tout le monde adorait Pétain. On apprenait à l'école. Moi, je me rappelle encore des chansons qu'on apprenait. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. C'est ça. C'était le maréchal Pétain, quoi. Début 1941, les frères de Laporte fondent le journal L'Heure bretonne et remplacent l'extrémiste Mordrel à la direction du PNB. En 1942-1943, le mouvement est à son apogée avec ses 3000 adhérents. Il a son service d'ordre et ses troupes de combat non armées. En 1943, Célestin Lenné choisit son camp. Il crée une structure militaire, la milice Pérotte, qui endosse l'uniforme allemand pour combattre la France et les résistants bretons. Les gens qui rêvaient de l'heure bretonne, c'est le titre qu'on a malheureusement donné à l'hebdomadaire nationaliste à cette époque, que l'heure bretonne avait sonné, ces gens-là étaient des fous. C'est une sorte de radicalisation intellectuelle et puis un engagement total de gens qui sont des soldats perdus. Eux, ils étaient très imprégnés par la Révolution hollandaise. Ma foi, les Anglais en difficulté, pourquoi on n'en profiterait pas, quoi, hein? Et donc ça, c'était le choix qu'ils ont fait. Ma foi, on sait que l'histoire leur a donné tort. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, se sont fait tuer ou ont été fusillés. Les gens qui s'engagent, ils sont une minorité.
Les gens qui ont poussé leur engagement jusqu'à l'horreur dans le mouvement breton, c'est-à-dire jusqu'à servir sous l'uniforme allemand, ils sont combien? Ils sont 70. 70 sur 3 500 000 Bretons. 70 personnes. C'est-à-dire que ça tient dans 2 salles de classe. C'est ça qu'on prétend brandir comme étant en quelque sorte une espèce de logique du mouvement breton. Je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas du tout d'accord. Ça n'est pas logique. C'est extrémiste, oui. C'est l'évolution d'un extrémisme, mais ça n'a rigoureusement rien de logique. À côté de ça, on peut opposer un homme comme Creston, qui est un dessinateur, un créateur, un écrivain, un nationaliste de conviction et un résistant. Un des premiers résistants du réseau du Musée de l'Homme. Et combien d'autres, certainement, sans doute pas autant qu'il y en a eu à collaborer. Que devient le mouvement culturel? Pour beaucoup de ses militants, l'occupation est une période faste. Sous l'œil de Vichy et des Allemands, c'est l'heure bretonne en quelque sorte. La langue peut enfin être enseignée dans les écoles, bien qu'en dehors des heures de classe. En 1941 naît l'Institut celtique, avec à sa tête Reparsémont. En 1942, Radio Rennes diffuse des émissions en breton. C'est encore Reparsémont qui la dirige. Puis c'est l'apparition d'Arvor, un hebdomadaire en langue bretonne. C'est une Bretagne qui se met en place pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec un gouvernement qui est l'Institut celtique, avec un chef du gouvernement qui est Reparsémont, avec une nouvelle langue, une langue d'État, Dixit Reparsémont, grâce notamment à une nouvelle orthographe. Et donc on a là un nouveau pays qui se met en place, et la voix de ce nouveau pays, c'est notamment la radio. On a là une entreprise, à mon avis, de sanctification ou de sacralisation du breton qui devient quelque chose, en fait, qui est complètement déconnecté de la réalité, puisque ces émissions ne sont pas audibles en Bretagne. Pendant la guerre, on a l'impression que se concrétise et se réalise un petit peu le rêve des années 20, quoi, du mouvement Breizatau et Gwalan, voilà, qu'ils arrivent à le réaliser politiquement, en fait, quoi, par un pouvoir qui leur est donné à ce moment-là et qu'ils n'ont pas pu avoir par la voie démocratique, peut-être, au départ, hein, dans les années 20, avec l'adhésion du peuple. Et voilà qu'ici, tout d'un coup, un occupant, donc, va permettre, non pas d'imposer peut-être, mais de concrétiser cette politique auquel ils avaient cru dans les années 20, quoi. Grâce aux Allemands, pendant la guerre, de nouvelles réalisations ont vu le jour. C'est, à mon avis, le passage du domaine des rêves à celui de la réalité. C'est le passage de l'autre côté du miroir. Et donc la Bretagne rêvée, notamment dans la revue Gwalarn, devient réalité pendant la guerre. Donc une espèce de nouvelle Bretagne dont la capitale est Rennes. Si certains militants bretons ont réussi à faire aboutir justement des revendications au moment de la Deuxième Guerre, je pense que finalement ça montre aussi que l'État français aurait peut-être dû y céder avant, ce qui aurait empêché des dérives telles qu'il y a eu dans la Deuxième Guerre, où les gens finalement se sont mis dans les bras du premier venu, à savoir en l'occurrence l'Allemagne nazie, qui était quand même pas très fréquentable, c'est le moins qu'on puisse dire. Objectivement, l'État républicain n'ayant jamais voulu donner l'ombre, etc., d'une radio ou des aides à l'édition, comment dirais-je, noir sur blanc, vu des chiffres, les Allemands payaient mieux que les Français. C'est la totale, si vous voulez. C'est la revanche. Hein. C'est la revanche prise sur la République, hein. C'est net. Hein. Et dans cette revanche prise sur la République par le régime de Vichy, eh bien, ils cherchent évidemment dans les régions les soutiens potentiels à cette revanche. Hein. Et ils trouvent quelques mouvements bretons qui s'y précipitent, hein, ne mesurant pas du tout les enjeux de la période, du tout, aveuglés par leur propre cause, quoi. Ils n'ont pas mesuré, pas lu Mein Kampf. Et donc ce qu'était l'occupation nazie en France et la collaboration avec eux. Vous me direz, tout le monde ne l'a pas vu tout de suite non plus, hein. En 1950, Reparsémont évoque ce miracle, comme il l'appelle, qui eut lieu sous l'occupation. Pendant 4 années, de 1940 à 1944, il passa un vent de liberté sur la Bretagne. Tout vrai breton put travailler presque sans tracas et la vie de l'esprit fut florissante. Eh ben alors, je trouve ça merveilleux, comprenez qu'il ait dit ça, qu'il y a un grand souffle. Évidemment, le péché de ce souffle-là, c'est qu'il était permis par
par un autre gouvernement donc, qui a échoué d'une part, donc, et puis qui a été mal vu après. Alors, c'est encore une faute, mais c'est une faute de l'histoire, ça. Mais quand Reparzémont disait cela, mais tout le monde le pensait, tous ceux qui étaient raisonnables le pensaient. Et on ne faisait pas du tout la jonction avec les Allemands, comprenez, appelez les Boches comme vous voulez, donc ça n'avait rien à voir, on n'avait rien à... Moi, j'étais jeune à ce moment-là, je suis allé au congrès celtique de Guingamp, donc j'ai vu Reparzémont là-bas, mais c'était merveilleux, en effet, comprenez. On vient faire maintenant, donc, le griffe, ces choses-là, mais c'est une stupidité, c'est une ânerie. On n'écrit pas ça. Après, on fait, comme on dit aujourd'hui, de la repentance. C'est pas possible d'écrire ça après. Quand on a mesuré ce qu'était... parce qu'on sait ce qu'est la guerre 39-45, il doit écrire ça dans les années 50 ou 55, on sait ce que c'est. Donc à ce moment-là, on mesure l'adhésion qu'on a pu porter à cette idéologie, on mesure ce que l'on a fait, et donc on se tait, au moins, ou on demande pardon. Mais on n'écrit pas ça. Il y a des morts derrière ça. On connaît Auschwitz à l'époque. Hein. On ne peut quand même pas reprocher quand il y a des cours de breton, quand il y a des groupes culturels, quand il y a des revues qui passent. Moi, j'explosais. Je ne vous ai pas dit comment, donc, c'est à mes 15 ans, en 1938, que mon grand-père, qui n'a jamais parlé que le breton, je ne pouvais même pas lui parler, comprenez. Et j'étais en train de reconquérir ma langue, comprenez. Alors, moi, j'étais émerveillé, comprenez, en dehors de toute espèce de politique, donc, contre... Arrêtons. Ces gens-là avaient complètement décollé, si j'ose dire, décollé. Et on ne peut pas, effectivement, on peut pas prendre en compte ce discours d'aucune façon, sinon par l'aberration, une sorte d'aberration qu'ils avaient fait être obnubilés par une cause qu'ils croyaient défendre, qu'ils croyaient bien défendre, et en fait qu'ils ont certes défendu, mais aussi handicapé. « 1944. La sortie de la guerre est douloureuse pour les militants bretons. La population leur est hostile. Certains s'enfuient, d'autres sont arrêtés, voire exécutés. Déjà fin 1943, l'abbé Perrotte, autonomiste et militant culturel, a été assassiné par des résistants. Le mot Breizatao est devenu une injure, la langue bretonne, celle des collabos. Moi, je crois que la langue bretonne a été autant la langue des maquisards que des collabos. Et je crois même savoir que la Bretagne était un petit peu championne de France pour le nombre de résistants. Et je crois savoir aussi qu'à l'époque, la langue du maquis, c'était aussi la langue bretonne. Pour moi, il ne peut pas y avoir de malédiction sur une langue. La langue est un outil, c'est un moyen, c'est pas forcément le but en soi. Parce que sinon... il faut jeter la même malédiction sur la langue française, puisque Pétain était membre de l'Académie française. C'est quand même terrible, ça. Le premier collaborateur est membre de l'Académie française. Et puis, l'on a torturé en langue française. Hein. La rave du Veldiv, le comte de Drancy, tout ça, ça s'est fait en langue française. Donc, je ne veux pas mettre de malédiction sur la langue. Je pense que c'est sur les hommes qu'il faut mettre la malédiction s'il y en a à mettre, quelle que soit la langue qui parle. Est-ce qu'on dit que la langue française est la langue de Vichy? Pourtant, elle l'a été, massivement même. Alors, pour moi, la langue bretonne n'est pas plus la langue des collabos que celle des maquisards. Alors, ça a été une sacrée opportunité pour ceux qui voulaient écraser le mouvement breton. Hein. Ouh, alors là, et ils ne l'ont pas loupé, comprenez. Hein. Alors, ils n'ont pas loupé Yann Varie-Perrotte, comprenez. Tout était excusable à ce moment-là. Celui qui disait « merde en breton », il pouvait passer au poteau. Excusez-moi, je pousse un petit peu, mais enfin, à cette époque, c'était ça. Il y a alors eu une grande frayeur, vous savez, de tous ceux qui... Et alors il y a eu un reflux pendant quelques temps, là. Grâce à Dieu, c'est quand même terminé. Alors, je trouve pitoyable, donc, aujourd'hui, maintenant, on ne retient plus que cela. Les extrémités de quelques extrémistes, comprenez, que tout le monde récuse, mais je ne récuse pas leur motivation. Donc ce qui se passe, eu égard à la langue bretonne, au sortir de la guerre, c'est quoi? C'est un vide complet d'activité bretonne. Parce que le mouvement breton politique a tout déconsidéré. Le moindre souffleur de biniou est réputé être un séparatiste. Et donc, tout s'arrête
sur les ondes aussi, puisque les émissions que subventionnait la propagande allemande s'arrêtent avec le départ d'Europe Monde, et il y a à la suite de ça 26 mois de silence radio. 26 mois, il n'y a pas un mot de breton sur les antennes. Tout ce qui s'est passé à propos du breton pendant la guerre a fait en sorte que certains prêtres qui étaient très défenseurs du breton avant la guerre ont arrêté de l'être après la guerre, mais arrêté complètement, tirant un trait sur tout ce qu'ils avaient pu faire pour le breton pendant leur jeunesse. Donc, plus de bretons à la radio, plus de bretons dans les associations, puisqu'elles ont toutes disparu avec le mouvement breton. Elles se sont en fait auto-suicidées quasiment, enfin supprimées plutôt. Et elles vont réapparaître cependant, et c'est intéressant de voir que la reprise n'est pas la politique, c'est la culture qui marque le redémarrage. Et les premières fêtes de Cornouailles, par exemple, on recevait quand même des tomates et des œufs pourris pendant le défilé. C'était en 1946, le premier défilé. Bon, c'était quand même des gens qui ont dit que, voilà, cette période-là est révolue. C'est pas parce que des gens ont fait des conneries que, on doit tous s'enterrer. Non, on est quand même vivant. On a encore notre langue, notre culture, notre foi dans la Bretagne. On se fait voir et on va de l'avant. La guerre a causé d'énormes destructions en Bretagne. Brest, Lorient, Saint-Nazaire, Saint-Malo sont des villes martyres. Beaucoup d'infrastructures sont à reconstruire. Les ports, les usines, les gares, les ponts, les routes. La production agricole est au plus bas, l'industrie à l'agonie. La Bretagne, pays pauvre couvert d'une mince couche de terre végétale, à travers laquelle pointe le dur granit, est avant tout une province productrice de seigle et de sarrasin. La Bretagne est en retard. Une économie de subsistance. La moitié des Bretons sont paysans et leur niveau de vie pointe au dernier rang français, 30% inférieur à la moyenne nationale. La majorité des fermes vit sans électricité, sans eau courante. 90% d'entre elles n'ont ni tracteur ni moissonneuse. Et toujours le même problème récurrent dans ces campagnes sous-équipées et surpeuplées, l'émigration, l'exode rural. Il était très difficile de partir, puisqu'on se rendait bien compte que partir, c'était renoncer à sa civilisation. On ne le percevait peut-être pas comme ça, mais c'était ça. Renoncer à sa langue. Et surtout, on se rendait compte qu'il fallait se débrouiller dans une autre langue, ce qui n'était pas du tout évident. Vous étiez combien de frères et sœurs? Une sœur et 8 frères que j'ai. Alors il y en a combien qui sont restés? Il y en a 2 qui sont restés à la ferme. Non, celui qui reste, il reste un petit peu pour aider ses parents, pour les sauver un peu, quoi. Pourquoi vous avez laissé? Parce que j'avais l'impression que, d'après tout ce qu'on entendait, qu'avec les imbéciles qui restaient à la terre, quoi. Alors comme je ne voulais pas passer non plus pour un imbécile, je suis parti. L'image qui se fait de son identité, c'est l'image qui lui vient d'abord de l'extérieur. C'est, il faut dire, l'image d'un breton rétrograde, d'un paysan retardataire, naïf, bourru, un peu à l'image de cette bécassine que l'on a dessinée entre les deux guerres. Travaillons, mes amis, produisons, nourrissons nos frères. Il s'agit d'éviter la famine à notre pays, de sauver les petits, de préparer une jeunesse forte, d'assurer une population robuste. Et notre pays, sauvé par le travail de ses paysans et de ses ouvriers, montrera au monde son vrai visage, le visage de l'espérance. Sème, paysans, la moisson sera bonne. « 1945. Tanguy Prigent, le ministre de l'Agriculture, exhorte les paysans bretons à retrousser leurs manches. C'est le temps de la reconstruction. Avec un petit groupe de personnalités comme René Pleven ou Joseph Martret, des élus, des syndicalistes, des professionnels de toutes tendances, à l'exception des communistes, ils fondent le CELIB, le Comité d'études et de liaison des intérêts bretons. Il faut reconstruire l'agriculture, élever le niveau de vie, freiner l'émigration, faire pression sur les pouvoirs publics pour attirer des capitaux et des usines. En 2 mots, moderniser, désenclaver la Bretagne.
Telle est l'idée bretonne du moment, elle n'est ni politique, ni culturelle, mais économique. C'est ainsi qu'apparaît en 1956 le Plan breton, premier programme d'action régionale en France. Ce retard breton, il va émouvoir non pas des culturels, non pas les ex-politiques bretons, car il en reste. Le flambeau va être relevé par des chefs d'entreprise. Par des chefs d'entreprise, par des élus locaux, souvent des élus locaux modérés, et même, je dirais, conservateurs, dans la plupart des cas, et qui vont le faire pour des raisons de développement économique, parce qu'ils vont ressentir ce handicap qu'est pour la Bretagne un traitement, il faut bien le dire, quand même à l'époque, très nettement défavorisé, quoi. Si nous avions été des pessimistes, nous aurions fait comme nos cousins, comme nos frères. On aurait pris le train pour aller essayer de gagner notre vie à Paris. L'économie bretonne s'est construite dans l'après-guerre sur l'ère musicale des défis et sur l'ère politique du régionalisme. Tous les groupes industriels et de distribution qui se créent à ce moment-là partent en guerre contre les multinationales de l'époque, qui étaient d'obédience française, et contre un système qui les plaçait sous tutelle de l'État. 1957, pour la première fois depuis la fin de la guerre, un mouvement politique breton sort de l'ombre, le MOB, Mouvement d'organisation de la Bretagne. Pendant que le CELIB défend les intérêts économiques, le MOB lui revendique une Bretagne autonome, décentralisée. L'affaire fait grand bruit, c'est que la question autonomiste est toujours taboue. La guerre 14 n'avait rien changé, la guerre 39-45 n'avait rien changé. Pire, elle avait aggravé la situation sur tous les plans, mais il y avait quand même des gens vivants et debout et sans peur, et on dit, on raccroche. Fondons un mouvement politique breton. Je fais partie d'un mouvement breton qui s'appelle le MOB, cela veut dire le mouvement pour l'organisation de la Bretagne, et qui justement est un mouvement qui est favorable à un certain fédéralisme breton, qui donnerait aux paysans et à tout ce qui est breton une certaine autonomie administrative, j'entends bien, et il ne s'agit pas d'un séparatisme comme le craignent beaucoup de gens, qui voient encore les anciens Brisato de 1941 ou 42. Personnellement, je suis étudiant en droit, mais je n'ai qu'un seul rêve, dans le fond, c'est de pouvoir être utile à mon pays, j'entends la Bretagne, et être utile, comme beaucoup voudraient l'être aussi, et ne pas être obligé de migrer, comme font beaucoup de Bretons, vers plusieurs régions de la France. Au fond, vous vous sentez breton, et puis européen, et puis français. Breton d'abord. Le MOB va servir à populariser un peu la lutte du CELIB, qui, il faut bien le dire, était d'une certaine manière quand même un peu, comment on pourrait dire, élitiste aussi pour le coup, parce que, après tout, les rencontres de conseillers généraux, de maires, de chefs d'entreprise, ça n'est pas le quotidien de tout le monde. Le mouvement breton, lui, il a recommencé en quelque sorte à travailler sur cette idée de convaincre la population. 1946, les séminaristes de Quimper enquêtent sur la situation du breton. C'est encore la langue de la prédication dans 3/4 des paroisses rurales. Mais le français s'installe désormais rapidement. L'arrivée d'un vicaire ou d'un nouveau recteur suffit pour passer du breton au français. Celui-ci se diffuse des centres vers la périphérie, des villes vers les bourgs, des bourgs vers la campagne, souvent par les commerçants et les relations professionnelles. À l'évidence, un basculement linguistique est en train de s'effectuer. Plabennec, un séminariste. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsqu'on entend une jeune fille de la campagne parler français, on peut dire 9 fois sur 10, c'en est une de la JAC. Au contraire, on entend rarement les jeunes filles qui ne sont pas à la JAC parler français. Chez les jeunes, la JAC, Jeunesse agricole catholique, est à son apogée. C'est l'Église démocrate qui veut faire évoluer l'agriculture. Résolument engagé dans la modernité, ce mouvement devient le fer de lance de la francisation, dans le Léon comme en Cornouailles, particulièrement chez les jeunes filles de la JAC féminine. Des gens qui parlaient breton tout le temps, breton à la maison, breton avec leurs parents, eh bien ces gens-là, quand ils se retrouvaient pour la JAC, ne parlaient qu'en français. Et les prêtres ne leur adressaient la parole qu'en français. Et puis, d'autre part, les mots d'ordre de la JAC, si on peut parler comme ça, venaient de Paris. C'était des choses en français. La JAC parlait français.
toujours. Chanter en français, parler en français. Oui, oui, oui. Chez les jeunes gens, les réunions se font en breton. Chez les jeunes filles, en français. Les jeunes gens tiennent beaucoup mieux leur breton que les jeunes filles. Même en sortant de l'école, elles parlaient français. Elles essayaient de continuer à parler français entre elles, alors que les garçons, dès la sortie de l'école, eux, pof, ça y est, on sortait de l'école, le français c'était l'école, on parlait breton. Plouzané, un séminariste. Cela peut aller jusqu'à l'instauration d'usages différents au sein de la même famille. Nous avons vu dans une famille, spécialement, les filles parler français, tandis que les garçons répondent en breton. J'ai le témoignage d'un monsieur, par exemple, qui me raconte que ses sœurs, revenant de l'école, avaient décidé qu'on ne parlerait plus que français à table. Et puis le père, un jour, en a eu marre, et puis il a dit « Oh, mais ici, maintenant », et puis il a dit en breton, quoi, hein, chacun va parler la langue qui lui fait plaisir, parce que lui, il pouvait plus rien dire, puis c'était pas aux filles de faire la loi déjà, mais c'était les femmes qui défendaient le français à la maison. Plounéour 13, un séminariste. Les garçons rougiraient de parler français entre eux. Les garçons, en général, parlaient davantage breton que les filles. Les filles, même les jeunes filles, c'était un honneur de parler français. Tandis que les garçons, ça leur était bien égal. Puis à la campagne, tout se passait en breton quand même, dans les travaux, autour des bêtes et tout ça, c'était toujours en breton. Les bêtes ne comprenaient pas le français. Gouenou, un séminariste. Toutes les jeunes filles, elles, veulent parler le français entre elles. Elles en sont tellement entichées qu'elles ne veulent se servir que du français. Elles font même semblant parfois d'ignorer le breton. Les filles voulaient parler français parce qu'il y en avait beaucoup d'entre elles qui étaient allées en ville et qui parlaient plus que le français quand elles venaient en Bretagne, évidemment. Alors les autres ont voulu faire comme elles un peu aussi. On les jalousait un peu, celles qui étaient allées en ville. Quand elles revenaient en vacances, de venir de Paris en été, et que nous, on était dans les champs, on voulait les imiter un petit peu, peut-être. Dire qu'on savait aussi le français. Saint-Paul de Léon, un séminariste. C'est le grand chic. Les jeunes filles ne veulent plus parler que le français. Cela fait plus distingué et non arriéré ou plouc. Cela donne même un genre, de la distinction. Pour draguer les filles, alors, hein, c'était plus, ça faisait plus mieux, comme on dit, ou mieux de parler le français. Parce que si on parlait que le breton, on était considérés comme des ploucs, et alors on essayait de baragouiner notre français le mieux que possible, quoi, pour essayer d'épater. Alors qu'après la Première Guerre mondiale, c'est plutôt les hommes qui ont commencé à parler français aux enfants. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que les femmes ont eu envie, au contraire, d'être modernes. Et donc, d'aller à la ville d'abord. Hein, elles voulaient aller à la ville. Et puis, donc, si on va à la ville, il faut parler français, on ne peut pas parler breton. Et d'être plus, plus à la mode, disons, quelque chose comme ça. Et il faut dire aussi que ça n'est pas vrai seulement de la Bretagne. C'est vrai aussi des autres régions de France où les hommes ont gardé dans leur travail, disons. Hein, je ne dis pas que c'est toujours la ferme. Quelquefois, c'était l'usine. Quelquefois, c'était autre chose. Ils ont gardé l'envie de parler la langue régionale, tandis que les femmes ont eu envie de faire différemment. Dans le cas du breton, encore une fois, elles ont été pendant longtemps une sorte de conservatoire du breton tant qu'elles n'étaient pas bien intégrées dans l'évolution des processus sociaux courants. Et puis, à un moment donné, ploup, il y a un déclic, et puis c'est elle qui anticipe. Je reprends une phrase d'Edgar Morin. Les femmes ont été les agents de la modernité en Bretagne. Les femmes ont commencé plus tôt à parler français. Davantage de honte, peut-être, à parler breton. Les femmes sont orgueilleuses, du moins beaucoup d'entre elles. Après la guerre, pour les jeunes filles et les jeunes femmes de Basse-Bretagne,
Le français signifie modernité, envie d'accéder au progrès et au savoir pour soi et ses enfants, rejet d'une société trop pesante, désir d'oublier, de ne pas transmettre les traumatismes d'une langue stigmate, attente d'une libération sociale et sexuelle, engouement pour la presse féminine, le cinéma, la radio. Ainsi, parce qu'elles veulent être modernes, ces jeunes mères décident massivement d'élever leurs enfants dans le français qu'elles maîtrisent désormais, et non plus dans leur langue maternelle. Pour la première fois en Basse-Bretagne, toute une génération ou presque va apprendre la langue nationale en famille. À Sama, donc, tout le monde s'exprimait en breton immédiatement après la guerre, mais on s'apprêtait à passer au français. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1946, 8 enfants sur 10 ont été élevés en breton. 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 1951, il n'y en avait plus que 2, et l'année suivante, il n'y en avait plus qu'un à être élevé en breton. Et pourtant, au cours de ces 2 années, il y eut également 10 naissances. Les 3 aînés ont comme ça appris le breton. Le 4e, ensuite, mitigé, mais pas trop bien. Mais les 2 derniers, alors, pas du tout. Alors. Plozevet, un séminariste. Le breton, c'est la langue des paysans. Il devient de mode de les élever en français. Et c'est un choix délibéré qui est fait à ce moment-là. Il y a des tas de parents, même les miens, ils me l'ont dit, ont commencé à utiliser le français à ce moment-là pour élever leurs propres enfants. Alors qu'eux-mêmes continuent de parler breton entre eux, ils élèvent désormais leurs enfants en français. Mes parents parlaient entre eux en breton. Avec mes grands-parents, on vivait en cohabitation, ils parlaient en breton. Et à nous étions 4 enfants, ma mère et mon père ne nous ont jamais parlé qu'en français. Ma mère a pris des baffes parce qu'elle parlait breton à l'école. Et ils ne voulaient pas qu'on subisse le même sort. Mais c'était l'effet boomerang par rapport à ce que nos parents avaient vécu. C'était des situations complètement inhumaines presque, parce que bon, la langue de la famille, la langue d'expression, c'était le breton. J'étais élevée dans une ferme, tout le monde parlait breton, sauf ma mère, qui avait eu le symbole à l'école et qui me parlait français. Autrement, la langue d'expression, la langue de la famille, c'était le breton, sauf ma mère qui me parlait français. Si on ne leur avait parlé que le breton, ils n'auraient pas pu parler avec les autres enfants. Les autres enfants parlaient beaucoup en français, donc il fallait qu'ils apprennent le français. De toute façon, ma génération arrivait dans un milieu francisant, forcément. Dès qu'on rencontrait quelqu'un, qu'on venait à l'école, on parlait en français, naturellement. Donc on n'avait plus besoin d'utiliser le breton, excepté pour la génération antérieure. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a dans l'ensemble de la société la volonté de tout renouveler, de créer une nouvelle société. Hein. Il y a un peu l'idée qu'il faut effacer le passé et faire quelque chose de résolument moderne. Les femmes avaient envie de modernité, d'avoir des belles maisons, d'avoir des maisons claires. Il y avait déjà des revues, des journaux de vulgarisation. Alors, José, ça va? Fais les courses un petit peu? Oui. Je voulais une combinaison. Une combinaison, qu'est-ce que tu aurais? Les femmes ont voulu aller de l'avant, ont voulu renoncer au vieux monde, au monde de leur mère, pour adopter le modèle citadin. Pour les femmes, c'était un petit peu la langue de la libération, en effet. Parce que à ce moment-là, ça leur permettait de se distinguer un peu de leur mère et de leur grand-mère aussi, qui, elles, si vous voulez, c'est la même chose que de ne plus porter la coiffe ou le vêtement. À l'époque, c'était le français qu'il fallait parler. C'était chic, bien sûr, c'était moderne, c'était la langue du formica, c'était celle qui faisait valser les lits clos au fond des granges pour le plus grand bonheur des futurs antiquaires ou brocanteurs. Donc c'est un peu ça. Le formica, c'était chic aussi. Être moderne pendant un moment, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire justement s'arracher à son terroir.
Ça voulait dire, bon, il y avait l'idée un petit peu d'un nivellement, il y avait l'idée d'un État qui était un État neutre, qui permettait à tout le monde d'avoir une promotion sociale. Il y avait l'idée que tout ce qui était beau, tout ce qui était nouveau, pardon, était beau. Il y avait tout ça. On s'est rendu compte que, bon, le breton, c'est peut-être bien, ça sert pour les échanges entre nous, mais ça n'est pas suffisant pour espérer un métier futur, ça n'est pas suffisant pour lire la presse, ça n'est pas suffisant pour se former et s'informer. Quand les parents élèvent leurs enfants en français, c'est quand même pour les aider à l'ascension sociale, et ça passe par la langue française. Si vous voulez aller à la SNCF ou au PTT, il vaut mieux parler français, quoi, hein. L'ambition, c'était quitter la ferme, peu importe, on ne savait pas trop pourquoi faire, mais partir. Et pour partir, il fallait parler français. Et les mères avaient vraiment une volonté très forte de transmettre le français à leurs enfants. Un séminariste. La langue bretonne semble trahie par tous, clergé, parents, maîtres et maîtresses. Le breton est devenu la langue du vieux monde, la marque, le moyen d'expression d'une société qui s'en va. Pris de vertige, les séminaristes de Quimper pressentent dès 1946 la fin de cet univers culturel, celui du Feyzabraise, foi et Bretagne, foi et breton, que l'on croyait unis comme frères et sœurs. La prière du soir en famille disparaît avec la lecture de la vie des saints, Buez Arzent. Désormais, les enfants apprennent leur catéchisme en français. Trahison du clergé, trahison des mères de famille, un siècle de stratégie ecclésiastique s'écroule avec cette éducation en français. Ces femmes mères, à l'image de la Vierge Marie, associées à la transmission des valeurs les plus sacrées de la tradition, abattent la dernière des barrières. Voilà ce qui rend pessimistes les séminaristes au sortir de la guerre. Si le breton est délaissé, la prière elle-même disparaît. Il est bien rare que l'on prie en latin ou en français. Il y a donc une réalité qui est que c'est le français qui vient partout. Mais ça, c'est une réalité donc incontournable. Et c'est une réalité donc sociologique, comprenez, vous êtes bien d'accord, comprenez. Alors, donc en 1946, on constate que le breton ne peut plus être la langue de l'évangélisation. Tollet, 1948. Le nouveau curé constate. Il y a ici une immense demande de prédication en français. Et l'Église, à ce moment-là, a abandonné ou a très rapidement la langue bretonne. Peut-on lui en faire reproche, enfin? Les prêtres sont pas fous. Moi, j'évangélise mes gens ici en français. Comment voulez-vous que je fasse autrement? Ils ne savent pas assez de breton pour le faire. Mais moi, je trouvais plus sympathique la messe en breton qu'en français. Je crois que les cantiques et tout étaient mieux en breton qu'en français. On dit les cantiques en breton encore. Ah oui, mais ouais, maintenant c'est français plus, quoi. Poulgoisec, un séminariste. Les sermons en français sont appréciés de la majorité des paroissiens. Par contre, ceux de plus de 55 ans protestent. Le clergé s'adapte aux usages dominants. Et donc, à la fin des années d'après-guerre, le clergé observe la disparition des derniers monolingues de langue bretonne. Et c'est la raison pour laquelle le basculement déjà enclenché s'accélère à ce moment-là. Et 20 ans plus tard, il n'y a plus de prédication en breton parce que la demande sociale n'est plus là. Le monolinguisme d'expression bretonne a disparu. Et que tout le monde, désormais, sait le français. Les Bretons se seraient défaits de leur langue bien avant, si ça avait été possible. En fait, ça n'était pas possible. Pour la raison suivante, c'est que les grands-parents avaient un rôle déterminant dans l'éducation des enfants, et la grande majorité des grands-parents, des générations des grands-parents entre les deux guerres, étaient encore monolingues. En 1946, la dernière génération des britophones monolingues est en voie d'extinction. Et par le fait même, le changement de langue devient possible.
Je suis persuadé que si la scolarisation obligatoire avait été instituée en France dans les années 1860, 20 ans plus tôt par exemple, ce que l'on a vu en 1946 se serait produit dans les années 1930. Le complexe du plouc portant une langue un peu comme un stigmate, une langue ingrate, ce complexe-là était déjà en place dans la période de l'avant-guerre. Moi, j'interprète ça en même temps comme une sorte d'anticipation de la révolution économique que la Bretagne va vivre à partir des années 50 ou surtout à partir des années 60. On ne peut plus considérer que le breton est une utilité économique, donc on passe au français. Le changement de langue de l'après-guerre est essentiellement dû à des raisons psychologiques. On se débarrasse de la langue de la honte. Alors, naturellement que dans la création de cette honte, le facteur économique, le sous-développement de la Bretagne, a participé à la création de cette image négative qu'a les Bretons d'eux-mêmes. Mais on ne peut pas expliquer ce grand bouleversement par un simple jeu de déterminisme économique. Car ce changement est antérieur au grand bouleversement économique que va connaître la Bretagne dans les années 50 et les années 60. Déjà, la conscience du retard, la conscience de ce blocage de la société, déjà en lui-même, est un déclic, comme un espoir. On espère pour les enfants mieux que ce qu'on a vécu soi-même. Le désir qu'ont les familles d'avoir un avenir prometteur pour leurs enfants, c'est précisément parce qu'elles ressentent que les choses sont en train de bouger, commencent à bouger ou vont bouger incessamment. C'est ça la motivation de base qui fait qu'on passe au français pour l'éducation des enfants. Je pense que c'est un travail psychologique très, très profond et très long mené par l'État ou par ses serviteurs pour arriver à cette adéquation-là, breton égale retard, à la fois mental et économique. Est-ce qu'il faut dire que finalement la société bretonne a choisi délibérément d'abandonner le breton? Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Je dirais que la société bretonne s'est pliée. Elle s'est pliée à une idée qui était que pour pouvoir connaître une promotion sociale, eh bien, il fallait abandonner le breton. Et pourquoi est-ce qu'il fallait ça? Eh bien, parce qu'il y avait une relation de domination. Et il y a toujours une culture dominante et toujours une langue dominante. Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est le reflet exact de la domination économique du moment, mais il y a du vrai quand même là-dedans. C'est pas le fait d'un plan machiavélique, c'est le fait d'une évolution, d'une concentration. La culture dominante, au point de vue économique et politique, amène, je dirais pas impose, mais amène automatiquement sa culture et sa langue. Il vient un moment où le prestige de la langue, de la langue concurrente est tel que le désir de parler la langue originelle, la langue moins prestigieuse, s'éteint complètement. On pourrait se poser le problème maintenant dans un autre domaine, c'est celui du français, c'est-à-dire qu'on voit que le français se trouve maintenant en concurrence d'une certaine façon avec l'anglais. On voit qu'il y a un certain nombre de gens qui sont, fascinés par le dollar, en un mot, hein, et qui, pour avoir l'air d'être, disons, aussi beau, aussi grand, aussi fort qu'un Américain, eh bien, vont dire le web au lieu de la toile. J'ai entendu dire qu'il y a des familles françaises où les parents s'efforcent de parler anglais entre eux pour que vraiment leurs enfants soient dans le vent, enfin qu'on laisse tomber cette vieillerie qu'est le français. Bon, eh bien, ça peut aboutir à la mort du français. Il y a une dame qui disait, donc des gens qui quand même avaient beaucoup parlé breton, et l'une d'elles disait, ben on va arriver à l'anglais. Et puis une de ces dames a dit, ben oui, on nous a bien obligés à parler le français, pourquoi on ne nous obligerait pas à parler l'anglais maintenant? Donc pour elle c'est tout à fait normal, les gens parlaient breton, on les a obligés de parler français, pourquoi on ne les obligerait pas à parler anglais maintenant? Ça lui paraissait tout à fait normal, après tout, pourquoi pas? 1946, Plouescat, un séminariste. Abbiamo nebel blaviscennu e veu muge da bresunek. Ma ve feo lies che l'ene del sculiu e del scolaggio e hel fesse veni sciucendru.
Digeri da uraga da vretunet varapuense, se tu dever kemen mescura zo. A disques deu, e o ories en tensor, fisie denum ganon autru dui, a che fore maddeum, renta cont uta, da harpesen de vugreat ganon tensor. Au lendemain de la guerre, le mouvement breton, seul défenseur de la langue, est discrédité. Pourtant, la mouvance culturelle s'en sort, le Blunbrug et Arfals refont surface. Alliam, le lien, naît dans le filon de Gwalarn. En 1950, au moment même où l'on cesse d'élever les enfants en breton, la loi d'Exon vient autoriser langues et dialectes locaux au lycée. En 54 et 59, deux fédérations bien divergentes, Mgléobreizh et Cusul-Arbrezonneg, décident de défendre la langue. L'une, en restant fidèle à l'orthographe unifiée de Repart-Sémon, élaborée en 41, l'autre soutient la nouvelle orthographe dite universitaire, mise au point par le chanoine Fallerin en 53. Si politiquement le mouvement breton est mort complètement en 44, tout ce qui est littéraire, culturel, etc., il y a un continuum, ça ne s'arrête pas. On publie, les mêmes continuent, reprennent. Donc là, il y a une œuvre de longue haleine pour ce qui est de la littérature et de la création. Pour le mouvement culturel, le temps de l'après-guerre est aussi celui de la reconstruction et du renouveau. Né en 42, la BAS, ou l'Assemblée des sonneurs de Bretagne, fait ses premières sorties. Le vieux couple Bignou-Bombarde n'a plus vraiment la cote, à l'inverse de la grande cornemuse des Highlands. Aussi, à la manière du paille-band écossais, on invente le bagad, un orchestre breton composé de bombardes, de biniou, de percussions. Ce bagad est en réalité plus qu'un simple ensemble musical. Il doit être le lieu privilégié de la transmission, de la propagation et de l'évolution de la culture bretonne. Il s'agit de former des musiciens qui soient aussi des militants culturels. Le bagad se veut être une école de fierté bretonne. Son succès est impressionnant. Dès 1950, le mouvement compte plus de 1000 sonneurs. On sortait du bois, certains avec le costume, d'autres avec le bagad, d'autres auraient pu sortir avec le fusil, mais il y avait la peur était, on avait transcendé ça, et puis on a dit assez de vos conneries, on veut quand même vivre, on veut pas vivre dans le remords perpétuel, allons de l'avant. Je crois que l'affirmation publique de ce que l'on est, par le défilé, la musique, ça a été une affirmation très forte. Ça a contribué pour les Bretons à leur donner une image de qualité, de fierté, et puis on ose se montrer. Et on ose se montrer presque de façon militaire. Qu'est-ce que c'est que le bagad au fond ? Vous savez que les soldats de Louis XV, ils défilaient derrière de la bombarde. Donc on ose s'affirmer avec quelque chose qui représente le pays. On en est fier. Et il y a un effet de ricochet parce que les touristes qui viennent nous voir trouvent que c'est bien. Et il est certain que l'explosion de la musique traditionnelle à travers la culture de bagad a été un sentiment de fierté avec des ricochets d'images. Cette partie qui est acceptée, c'est celle qui se situe loin dans l'histoire, qui n'existe plus en fait dans la réalité. Car les habits folkloriques que l'on sort dans les années 1950, on ne les porte plus. Et puis d'une certaine manière, la musique que l'on joue dans les rues, en Bretagne, lors des fêtes folkloriques, cette musique-là n'est plus la musique des gens. La première chose, finalement, qu'on se réapproprie, c'est son histoire. C'est le folklore, c'est la représentation d'une Bretagne qui a existé et qu'on ne veut pas voir disparaître complètement. Et je pense que ça, ce folklore-là, est le corollaire d'un certain reniement, oui, d'un certain reniement de soi, je crois qu'il faut... Yann Bréquilien. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autre moyen d'affirmer son amour de la Bretagne et de se dévouer efficacement pour elle que de s'inscrire dans un cercle celtique ou à un bagad. Je pense que c'est une pratique de deuil classique. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un sociologue. On enterre le breton et la Bretagne, mais en même temps, on ne veut pas que... On les enterre, je veux dire, pour les générations futures, mais on ne veut pas que ce qu'a été la grand-mère, sa coiffe, etc., et les chants disparaissent. Et donc, c'est assez logique. Ça correspond bien à cette période d'un certain reniement. Quand
doucement tu te penches en murmurant c'est dimanche. Si nous allions en banlieue. 1952. Fanche-Gourville mène la première enquête après-guerre sur la pratique du breton. Ils sont encore près de 80% à le connaître en Basse-Bretagne, dont 6% ignorent encore totalement le français. Mais ils sont à présent 45% à parler la langue nationale, avec toujours la même répartition géographique, plus dans les villes que dans les bourgs, plus dans les bourgs qu'à la campagne. Le basculement linguistique s'opère. Dans sa grande majorité, la nouvelle génération a pour langue maternelle le français. Une révolution économique, sociale et politique sans précédent s'annonce. C'est le début de l'écroulement de la pratique du breton. 80% de locuteurs vont disparaître dans le demi-siècle à venir. Pourtant, si le désir de modernité l'emporte sur le souci d'identité, celui-ci aura bientôt sa revanche. Fin des années 50, début des années 60, certains pressentent le phénomène en s'invitant ici chez les sœurs Guadec, les reines des Fest-Noz et du chant à danser en breton, réhabilitées dès 1954. Ici, à Kervaton, la récolte des pommes de terre est terminée. Mesdames, vous êtes en train de prendre votre repas du soir. Maintenant, tout à l'heure, je crois, vous vous rendez à un Fest-Noz. Oui. C'est loin d'ici? Oh non, pas tellement. À combien à peu près? Oh, 1 kilomètre. 1 kilomètre, pas plus. Près, oui. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce Fest-Noz? Ben, on va danser, puis on va chanter. Ça dure longtemps? On fait presque toute la nuit, des fois. Presque toute la nuit, et vous n'êtes pas fatigué après une journée de travail? Non, même quand on est fatigué, on chante quand même. Ça défatigue. Ça défatigue. On va débarrasser la table, et puis on va se préparer pour la Fest-Noz. Allez, Puisque nous sommes admis dans ce cercle, allons en commun de la simple habitation au rendez-vous joyeux à la mairie.